My name is Brooke. For a long time, I thought the quietest betrayal were the ones you could explain away. A borrowed car that never came back. A decision made without asking. A compliment that always came with a small cut. I told myself those things were normal. Mariage required compromise. Family meant sacrifice. Success sometimes asked you to shrink so other could stand tall. Until the morning, my boss looked across the conference table and asked the question I'd been dreading for weeks. Why did you come in a taxi today? Marissa Kayne's voice was gentle but direct. The way it always was when she sensed something off. She was the kind of leader who noticed when you arrived early every day for years and then suddenly didn't. The kind who remember you'd earned the black Tesla Model Y parked in your designated spot at Vanguard Dynamics a part of your promotion to Senior Solution Architect. What happened to the car we gave you? She asked, concern creasing her brow. I opened my mouth, searching for the familiar excuse. Maintenance, scheduling, nothing serious. But before a single word could leave me, Nathan spoke from his place beside. My husband, the director of human resource, the man who was supposed to have my back. Her sister-in-law is using it now, he said. Casual if he were mentioning the weather. He didn't even look up from his phone. The room went still. Note dramatically. No gasp, no slammed doors. Just the soft click of laptop closing and the fin hum of the air conditioning. 3 seconds, maybe 4. But in those seconds, I felt the full lines of my entire life shift under my feet. 6 years of marriage, my carré, the version of myself I'd spent so long protecting. All of it cracked open in the most ordinary conference room on the most ordinary Tuesday morning. Marissa's gaze moved from Nathan to me. I saw the exact moment understanding replaced confusion, then sharpened into something cold, controlled, professional, but unmistakably angry. I should back up. 3 weeks earlier, I stood at the kitchen window of our house in the Boulder Foothill, watching the first light touch the flat iron in soft rose and gold. The house was key except for the low hum of Nathan's espresso machine. The one I'd insisted on buying because instant coffee was unacceptable. I tried using it once. I'd taken over after the second attempt, gently explaining he was doing it wrong, so he went back to the crystal in a mug. Cheap, reliable, mean. The driveway should have helped my Tesla. Slick black. Delivered last year when he got the promotion I'd worked toward since grad school. Back then, I'd come from a small town in Iowa where no one in my family had ever finished college. Getting here, Senior Solution Architect at a cutting-edge firm. My name on the registration of a company car felt like proof I'd made it. Proof I belonged in rooms where people talked about happy and $1 million efficiency instead of crop yield and second shift. But the spot had been empty for weeks. Every morning, I stood at that window and felt the absence like pressing on a bruise. I told myself it was temporary. Nathan's sister, Madison, really did need it. Her own car was in the shop. She had important interview. She was trying to rebuild after a rough divorce. He was being petty for caring so much about a vehicle that technically belonged to Vanguard Dynamics. That wasn't the truth, Tug. The truth was he was disappearing. Not in big, obvious way, in small daily erase. My coffee didn't mate because his machine was better. My schedule didn't mate because he'd already signed me up for his mother's charity board. My car didn't mate because Madison needed it more. My voice, my choice, my need quietly filled under no right now until almost nothing remained. That particular morning, Nathan sat at the island scrolling his phone, eating the steel cutouts his trainer recommended. Madison's car is still in the shop, he said without looking up. She's got that big interview Thursday. Can she borrow the Tesla for a couple days? He hesitated. Fork halfway to my mouth. It's company property. He started. Amiably his eyes flicked up just for a second. That look, the one that made my stomach folded on itself. The one that said he was about to fail an invisible test. You don't trust my family? Ashley's voice was key,
Almost hurt after everything Dave done for us. The down payment. Always the down payment. HIS parent had loaned US 40,000 for the house 3 years earlier. Every time it read to draw a line with his mother's late night calls, with skipping family events for work deadline, with anything, he brooked it up. A debt he could never repay. Of course, he trusted them. He heard myself say. The word came automatic, practiced. He smiled. Not the real one he'd fallen for 6 years ago, but the one that me haunted the one. Thanks, babe. You're the best. He went back to his phone. He went back to my oatmeal, and that sick feeling settled deeper, the way it always did when he chose peace over myself. Madison was supposed to return the car after 2 days. Then it became 3, then a week, then just a few more days because of client meeting. Then because her car needed more work than expected. Every time he asked, Nathan made me feel like the problem. It's just a car, Brooke. Why are you being so materialistic? She's family. Family help each other. He didn't realize you were this selfish. Each conversation ended the same. Me apologizing, backing down, swallowing the guilt ended me like it was my own idea. And it wasn't just the car. Looking back, the pattern was so clear he wondered how he'd missed it. The credit card he opened in my name without asking. The vacation days he volunteered me for without checking my calendar. The dinner party where he interrupted my stories to translate them for friends. La telling me was helping me sound less technical, more relatable, small enough to dismiss, big enough to erase me piece by piece. Until that Tuesday in the conference room, when the last piece finally broke free, he kept taking taxi. Every morning for those 3 weeks, he'd stand on the curb cedar house in the cool Boulder Predown, phone in hand, watching the little of the ridge share creep closer while the mountains stayed dark and indifferent. Madison était censé rendre la voiture au bout de 2 jours. Puis ce fut 3, puis 1 semaine, puis quelques jours de plus à cause de réunions clients. Puis parce que sa voiture nécessitait plus de réparations que prévu. Chaque fois que je posais la question, Nathan me faisait sentir comme si j'étais le problème. Ce n'est qu'une voiture, Brooke. Pourquoi être aussi matérialiste? C'est de la famille. La famille s'entraide. Je ne savais pas que tu étais aussi égoïste. Chaque conversation se terminait de la même façon. Je m'excusais, je cédais, j'avalais la culpabilité qu'il m'avait infligée comme si c'était ma propre idée. Et il n'y avait pas que la voiture. Avec le recul, le schéma était si évident que je me demande comment j'ai pu passer à côté. La carte de crédit qu'il a ouverte à mon nom sans me demander mon avis. Les jours de vacances qu'il m'a proposés sans vérifier mon agenda. Les dîners où il interrompait mes histoires pour les traduire à ses amis. Puis il me disait qu'il m'aidait à paraître moins technique, plus accessible, assez insignifiante pour être ignorée, assez imposante pour m'effacer petit à petit. Jusqu'à ce mardi dans la salle de conférence, où le dernier morceau s'est détaché, j'ai continué à prendre des taxis. Chaque matin pendant ces 3 semaines, je me tenais sur le trottoir devant chez nous, dans la fraîcheur de l'aube, mon téléphone à la main, à regarder les taxis se rapprocher lentement tandis que les montagnes restaient sombres et indifférentes. Les chauffeurs étaient toujours polis, la plupart du temps des hommes d'un certain âge ou des étudiants, mais je m'excusais quand même. Quand je montais dans le bus, vêtu de mon blazer et de mes talons, en expliquant que je devais être chez Vanguard Dynamics à 9 heures, ils acquiesçaient, réglaient la radio, et nous traversions la ville en silence. 15, parfois $20 l'aller simple. La somme grimpait vite. Mais l'argent n'était pas le pire. Le pire, c'était d'arriver dans l'open space, imprégné d'une légère odeur de désodorisant à la vanille, celle de quelqu'un d'autre, les cheveux encore humides de la matinée précipitée, avec 8 ou 10 minutes de retard alors qu'avant j'étais la première. Pendant 3 ans, j'avais devancé le soleil à mon bureau, café à la main, ordinateur en marche, boîte mail vidée avant même que le reste de l'équipe ne se lève. Maintenant, j'étais pressée et stressée, murmurant des excuses à personne en particulier, sentant des regards me suivre jusqu'à mon poste. Mon assistante, Sarah, a commencé à me lancer ses regards doux et inquiets. Le genre de regard qu'on lance à quelqu'un qui est en train de s'effondrer en silence, mais qui refuse de l'admettre. « Tout va bien, Brooke ?» m'a-t-elle demandé un après-midi, à voix basse, en me tendant une impression. « Ça va » ai-je dit machinalement.
Juste un petit souci de voiture. Elle a hoché la tête, mais son regard disait qu'elle ne me croyait pas. Nathan ne m'a jamais demandé comment se passaient les trajets, ne m'a jamais proposé de me conduire, n'a jamais mentionné les frais qui s'accumulaient sur notre compte joint. Quand j'abordais le sujet doucement, avec précaution, il soupirait comme si c'était moi qui compliquais les choses. C'est temporaire, disait-il en faisant défiler ses emails sur son téléphone. Madison a presque réglé le problème. Tu es vraiment inflexible. J'ai commencé à le croire. Ou du moins, j'ai essayé, car admettre que ce n'était pas temporaire revenait à admettre le schéma que j'ignorais depuis des années. La façon dont il ouvrait des lignes de crédit à mon nom parce que les points de fidélité nous profiteraient à tous les deux. Quand la facture est arrivée avec 3000 $ de dépenses, des clubs de golf, des dîners auxquels je n'avais jamais assisté, un week-end qu'il avait fait avec des amis, il a paru sincèrement surpris que je sois contrarié. « Je pensais que tu voudrais les points, a-t-il dit, blessé. Pourquoi tu réagis bizarrement comme ça ?» Il consultait mon agenda en plein déploiement chez un client important. Quand j'ai protesté, il m'a rappelé à quel point sa mère serait humiliée si je ne venais pas. « Tu fais toujours passer le travail avant la famille, m'a-t-il dit plus tard, d'une voix basse et déçue. Mes parents commencent à s'en apercevoir. Lors du dîner, je commençais à raconter l'histoire du pipeline de données que j'avais reconstruit, permettant à l'entreprise d'économiser près de 2 millions la première année, et il m'interrompait en plein milieu. Ce que Brooke voulait dire, c'est qu'il disait « Je reformule mon explication technique pour la rendre plus simple et plus compréhensible. » Plus tard, en privé, il m'expliquait qu'il m'aidait à être moins technique, plus accessible. Chaque instant était assez insignifiant pour être pardonné. Chaque instant érodait un peu plus ma confiance en moi, jusqu'à ce que je reconnaisse à peine la femme qui, un jour, se présentait aux entretiens d'embauche avec pour seul bagage un ordinateur portable et une soif de réussite. La promotion aurait dû tout changer. Architecte de solutions senior, augmentation de 20%, reconnaissance après des années de nuits blanches et de compétences discrètes. Au lieu de cela, Nathan s'est chargé de l'annonce lors de la soirée de l'entreprise. « Ne te vante pas trop », m'a-t-il dit le soir même où l'offre est arrivée. « Les gens vont te trouver arrogante. Laisse-moi gérer la façon dont on présente les choses. » Alors, lors du dîner de célébration, il a porté un toast. Il a expliqué mon nouveau rôle à l'Assemblée. Il se tenait là, fier, tandis que je souriais, hochais la tête, me sentant comme une invitée à ma propre réussite. À la 3e semaine de trajet en taxi, la honte s'était transformée en un poids plus lourd. Je surprenais mon reflet dans la vitre du bureau, vêtements chers, yeux fatigués, et je me demandais quand j'avais commencé à ressembler à quelqu'un qui s'efforçait tant de garder la tête hors de l'eau. Je me disais que je pouvais supporter ça, que la famille s'entraidait, que l'amour s'était donné des morceaux de soie sans compter. Jusqu'à ce mardi matin dans la salle de conférence, où Marissa a posé une question sur la voiture, et où Nathan a répondu à ma place, et où le mensonge que je vivais n'avait plus d'endroit où se cacher. Point après que Nathan eut quitté la salle de conférence ce matin-là, la porte se refermant derrière lui comme la douce fin d'un chapitre, Marissa a désigné la chaise en face d'elle. « Assieds-toi, Brooke. » Sa voix s'était adoucie, mais elle restait ferme. Je m'assis. Mes jambes tremblaient, comme si le sol allait se dérober sous mes pieds au moindre mouvement brusque. « Je vais te poser quelques questions, » dit-elle en s'installant dans son propre fauteuil. « Et j'ai besoin que tu sois complètement honnête. Tu peux faire ça ?» J'ai hoché la tête. Les mots ne venaient pas encore. Depuis combien de temps Madison a-t-elle la Tesla? Presque 3 semaines, exactement. Et tu as accepté de la lui prêter? J'ai hésité. La vérité me paraissait dangereuse, comme tirer sur un fil qui risquerait de tout défaire. Nathan a demandé si elle pouvait l'utiliser quelques jours. Sa voiture était au garage. Elle avait un entretien d'embauche. J'ai dit oui parce que je me suis arrêtée, cherchant la bonne façon d'expliquer le piège. Son regard m'avait fait croire que dire non revenait à trahir toute la famille. Marissa m'avait doucement suggéré de ne pas les laisser croire que je ne leur faisais pas confiance. Ses parents nous ont prêté l'argent pour la maison. Nathan me le rappelle chaque fois que j'essaie de poser des limites. Une lueur a traversé son regard. De la reconnaissance, peut-être de la colère contenue. Elle m'a fait signe de continuer. C'était censé être 2 jours, puis plus. Chaque fois que je demandais quand je la récupérerais, il avait une raison pour laquelle elle en avait encore besoin. Et quand j'insistais,
Il me faisait sentir être égoïste, comme si le fait de me soucier de quelque chose qui m'appartenait techniquement faisait de moi une personne horrible. La voiture est la propriété de l'entreprise, dit Marissa doucement. C'est un avertissement. Tu en es responsable. Je sais. J'ai essayé de lui expliquer. Il a dit que je me retranchais derrière le règlement pour éviter d'aider ma famille. Elle resta silencieuse un instant, ses doigts tapotant légèrement sur la table. Puis elle posa la question qui fit paraître la pièce plus petite. Brooke, est-ce la première fois que Nathan utilise sa position ou votre relation pour influencer ta vie professionnelle? L'atmosphère devint pesante. Je repensais à la carte de crédit, aux jours de congés perdus, aux conversations interrompues lors des dîners, à la façon dont il avait annoncé ma promotion, et à des choses plus profondes que je n'avais jamais exprimées à voix haute. Non, murmurai-je. Ce n'est pas la première fois. Elle se pencha en avant. Je veux que tu me dises tout, pas seulement pour la voiture. Absolument tout. Et j'ai besoin de détails. Les dates si tu t'en souviens, les conversations, les moments où son rôle personnel a affecté ton travail ou ses décisions. Mes mains tremblaient. J'avais l'impression de me jeter dans le vide sans savoir jusqu'où irait la chute. Qu'est-ce qui va se passer? Demandai-je d'une voix faible. Qu'est-ce qui va se passer? Répéta-t-elle d'un ton ferme. Je récupère ta voiture aujourd'hui. Ensuite, j'ai une conversation très sérieuse avec notre PDG pour savoir si une personne incapable de respecter les limites professionnelles devrait diriger les RH. Elle entr'ouvrit la porte. Sarah, appela-t-elle son assistante. Contacte le service juridique. Dis-leur que c'est urgent. Utilisation non autorisée de biens de l'entreprise et conflit d'intérêts potentiels. Elle se retourna vers moi, son expression s'adoucissant légèrement. Brooke, écoute. Tu es l'une de nos meilleures architectes. Les systèmes que tu as conçus ont permis à cette entreprise d'économiser des millions. Je t'ai vu arriver, livrer, dépasser les attentes pendant des années. Ce que j'aurais dû voir, et je regrette de ne pas l'avoir fait, c'est que tu t'es effacé, que tu as perdu confiance en toi. Il y a 1 an, tu aurais contesté une question de délai sans t'excuser. Maintenant, tu t'excuses avant même de parler. Les larmes me brûlaient. L'une d'elles coula, brûlante, sur ma joue. Je pensais gérer la situation, dis-je, la voix brisée. Tu y survivais. Il y a une différence, dit-elle doucement. Elle me tendit un mouchoir. Je ne m'étais pas rendu compte que je pleurais jusque-là. Des larmes silencieuses et régulières qui brouillaient tout. Prends ton temps, dit-elle. Mais j'ai besoin que tu écrives tout. Tout ce dont tu te souviens. Commence par le plus récent et remonte le temps. Sois aussi précise que possible. Ne te soucie pas de la présentation. Exprime-toi, tout simplement. Elle fit glisser un bloc-notes et un stylo sur la table. Je fixai la page blanche. Ma main hésita. Prends le reste de la journée si tu en as besoin, poursuivit-elle. Ne rentre pas chez toi si tu n'en as pas envie. Va dans un endroit calme. Un café, chez un ami, n'importe où tu peux réfléchir clairement. Envoie-le-moi demain soir. Elle s'arrêta à la porte. Et Brooke. Ce que Nathan a fait, te faire remettre en question les limites normales, abuser de sa position pour te contrôler, te faire participer sans ton consentement, ça a un nom. Ce n'est pas acceptable. Pas dans un mariage. Sûrement pas ici. J'ai quitté l'immeuble quelques jours plus tard. L'air vivifiant m'a frappé. Des pins craquants. Mais je l'ai à peine senti. J'ai pris un autre VTC et j'ai donné au chauffeur l'adresse d'un petit café près de Pearl Street où j'avais l'habitude d'aller avant que Nathan ne le trouve trop branché. À l'intérieur, l'endroit embaumait le café fraîchement moulu et le pain chaud. J'ai commandé quelque chose de cher sans regarder le prix. J'ai trouvé une table dans un coin près de la fenêtre et j'ai ouvert mon bloc-notes. Mon téléphone a vibré. 17 appels manqués de Nathan. 23 SMS. Il faut qu'on parle. Rentre à la maison. C'est ridicule. Ma mère n'arrête pas d'appeler. Qu'est-ce que tu as dit à Marissa? J'ai retourné mon téléphone. Puis j'ai commencé à écrire. Le petit déjeuner 3 semaines plus tôt. Le regard quand j'ai hésité. La culpabilité liée à l'acompte. La facture de carte de crédit. Le conseil d'administration de l'association caritative. Les histoires interrompues.
les évaluations de performance dont je commençais à soupçonner qu'elles n'étaient pas entièrement de ma faute. Plus j'écrivais, plus le schéma devenait clair. Non pas des incidents aléatoires, mais une érosion délibérée et silencieuse. Quand j'ai relevé les yeux, la lumière de l'après-midi avait baigné la table. Mon café était froid, ma main crispée. Mais pour la première fois depuis des années, les mots sur la page ne sonnaient pas comme des plaintes. Ils sonnaient comme la vérité. Je ne suis pas rentrée chez moi ce soir-là. Au lieu de cela, j'ai appelé Taylor, ma plus vieille amie de la fac, celle qui m'avait toujours dit que je me dévoilais trop. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. « Salut, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix s'est brisée dès que j'ai commencé à parler. Je lui ai tout raconté. La voiture, la salle de conférence, les questions de Marissa, le bloc-notes plein de notes encore dans mon sac. Les mots sortaient confusément, se chevauchant, mais elle écoutait sans m'interrompre. Quand j'ai fini, un silence s'est installé. Et après, il a fait quoi? Sa fureur était vive, immédiate. Brooke, ce n'est pas juste de l'inconsidération. Cette voiture fait partie de ta rémunération, de ta responsabilité. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il comptait sur ta gentillesse pour ne pas le lui reprocher. Assise à la fenêtre du café, je regardais les gens passer sur le trottoir, leur vie avançant tandis que la mienne semblait suspendue. Il a dit que c'était temporaire, que j'étais égoïste avec ma famille. Sa famille à lui, a-t-elle rétorqué, pas à toi. Et il est au RH. Il connaît le règlement mieux que quiconque. Il savait que c'était mal. Il pensait juste que tu ne le dirais jamais à voix haute. Elle avait raison. J'avais passé 6 ans à être celle qui ne faisait pas de vagues, qui aplanissait les difficultés, qui s'excusait en premier. Tu dois partir de là ce soir. Taylor a dit, viens rester chez moi. Les chambres d'amis sont à toi aussi longtemps que tu en as besoin. Je ne peux pas. Si, tu peux. Tu viens d'avouer à ton patron que ton mari sabote ta carrière depuis des années. Tu veux vraiment te retrouver seule avec lui ce soir? J'ai eu froid dans le dos. Je n'avais pas réfléchi aussi loin. Je n'avais pas imaginé l'atmosphère de la maison après avoir enfin parlé. Fais tes valises, a-t-elle dit fermement. Je suis sérieuse. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je suis restée assise là une demi-heure de plus, à regarder les notifications s'accumuler. Le ton de Nathan était passé de l'exigence à la colère. Tu fais une énorme erreur. Ma mère est anéantie. J'espère que tu es fière de toi. Puis un SMS d'un numéro inconnu. Madison, les avocats de ta boîte viennent de m'envoyer une mise en demeure. Tu plaisantes. Après tout ce que notre famille a fait pour toi, tu vas détruire Nathan pour une voiture? Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai consulté mes emails professionnels. Un message de Marissa, envoyé 20 minutes plus tôt. Véhicule récupéré à 16h30 cet après-midi. Charge complète. De retour à sa place. Tu as bien fait, Brooke. Une photo était jointe. Ma Tesla noire, rutilante sous les lumières du bureau, garée exactement à sa place. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Pas de colère, du soulagement. Un soulagement intense, brûlant. J'ai éclaté en sanglots, assise à table. Silencieusement, les épaules tremblantes. Le barista a jeté un coup d'œil, mais n'a pas insisté. J'ai pris ce dont j'avais besoin, vêtements, ordinateur portable, documents, bloc-notes. Quand le VTC est arrivé plus tard dans la soirée, la voiture de Nathan était garée dans l'allée. Mon cœur battait la chamade quand j'ai ouvert la porte. Il était dans la cuisine, à faire les 100 pas. Tis s'est relâché. Le visage rouge de colère. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Sa voix était forte, teintée d'une hargne que je n'avais entendue que tard dans la nuit, quand j'étais allé trop loin. Madison est humiliée. Ma mère a pleuré tout l'après-midi. La société a envoyé une mise en demeure à ma sœur, Brooke, à propos d'une voiture. Je posai mon sac avec précaution. Ce n'est pas ma voiture. C'est la propriété de la société. J'en suis responsable. Ça fait 3 semaines. Tu fais ça pour me punir. Sa voix s'éleva, comme pour se venger de moi, je ne sais même pas pourquoi. Tu es allé voir Marissa et tu m'as fait passer pour une incompétente.
Tu as transformé un service rendu à la famille en scandale d'entreprise. Je lui ai dit la vérité quand elle m'a posé la question. Nous sommes mariés. Ce qui est à toi est à moi? Pas quand c'est un signe pour moi. Pas quand je suis légalement responsable. Il rit. Un rire amer et odieux. C'est une question de contrôle. Tu ne supportes pas que j'ai pris une décision sans ta permission. Tu as toujours été comme ça. Je le regardais. Cet homme avec qui j'avais passé 6 semaines. Des années à essayer de te plaire et j'ai ressenti quelque chose de subtil. Non, Nathan. C'est une question de respect. Un respect que tu ne m'as jamais accordé. Sa mâchoire se crispa. Je t'ai tout donné. Un toit. Du soutien pour ta carrière. Tu as saboté la mienne. Je l'interrompis. Étude vocale. Tu as demandé à mon supérieur de baisser mes évaluations pendant 2 ans. Tu croyais que je ne le découvrirais pas? Il se figea. Un muscle de sa joue tressaillit. Je te protégeais. L'image. Si tu obtenais les meilleures notes alors que j'étais directrice des ressources humaines, tu sabotais mes primes, mes opportunités, pour préserver ton image. C'est notre image, notre vie. Je pris mon sac. Je dors chez Taylor ce soir. Tu pars. Sa voix se brisa. À cause de ça? Je pars parce que je ne peux plus respirer ici. Je me dirigeai vers la chambre. Il me suivit, s'arrêtant dans l'embrasure de la porte. Si tu franchis cette porte ce soir, ne reviens pas. C'est fini. Il y a 6 ans, cette menace m'aurait paralysée. Je me serais excusée, j'aurais réparé mes erreurs, j'aurais fait en sorte que tout s'arrange. Je me sentais de nouveau plus petite. Mais ça, c'était avant. D'accord, dis-je doucement. C'est fini. Je fis 2 valises. Il me regarda, son expression passant de la rage à l'incrédulité. Une fois terminé, je passai devant lui sans un mot. Je descendis les escaliers, traversai la cuisine et sortis par la porte d'entrée. « Tu vas le regretter », me cria-t-il. Je ne répondis pas. Je sortis dans la fraîcheur de la nuit, jetai mes valises dans le coffre du VTC qui m'attendait et donnai l'adresse de Taylor. Tandis que la voiture démarrait, je jetai un dernier regard en arrière. Les lumières de la maison brillaient derrière moi, chaudes, familières, vides. Pour la première fois depuis des années, je pus enfin respirer. Les mois qui suivirent se fondirent dans un rythme régulier de dure vérité et de reconstruction silencieuse. L'enquête interne révéla bien plus que quiconque ne l'aurait imaginé. Nathan n'avait pas seulement enfreint les règles en famille. Il avait falsifié les notes d'entretien de son cousin, fabriqué de fausses évaluations pour un ami de fac, baissé les notes des employés qu'il avait questionnés, étouffé les plaintes quand cela l'arrangeait, de manière systématique, documentée, indéniable. Il fut mis en congé administratif le lendemain. Le jour J, je lui ai proposé une démission avec indemnité ou un licenciement pour faute grave. Il a choisi la démission discrètement. Pas de déclaration publique, pas de mail d'adieu, juste parti. J'ai demandé le divorce 2 semaines plus tard. Les documents sont arrivés chez sa mère, où il logeait. Il a appelé à minuit. La voix rauque. « Tu fais vraiment ça ? Après tout ce qui s'est passé ?» « Oui, ai-je répondu. Je le fais vraiment. Tu vas le regretter, Brooke. Je ferai en sorte que tout le monde sache qui tu es vraiment. » La communication a été coupée. Assise dans la chambre d'amis de Taylor, dans le noir, le téléphone encore chaud dans ma main, je sentais le poids de ce qui m'attendait. Mais je ressentais aussi autre chose. De l'espace. De l'espace pour respirer. Le divorce a duré 8 mois. Déposition. Demande de communication de pièces conçue pour m'épuiser. Son avocat m'a dépeinte comme vindicative, manipulatrice, l'architecte de sa chute pour un désaccord mineur au sujet d'une voiture. J'ai répondu à chaque question clairement, calmement. Montré les mails, les SMS, l'ingérence dans l'évaluation de performance, la fraude à la carte bancaire. Vanessa, une ancienne collègue des RH qui avait contacté mon avocate, m'a contactée. Après avoir entendu parler de l'enquête, elle a témoigné du même schéma qu'elle avait subi des années auparavant. Dans la salle d'audience de Denver, sous les néons et le regard fixe du juge, la vérité a enfin éclaté au grand jour. Pas de drame, pas de cris,
juste des faits disposés comme des pierres sur un chemin que j'avais trop longtemps parcouru à l'aveuglette. Le juge a statué en ma faveur. J'ai gardé la maison, celle que ses parents avaient contribué à acheter grâce à un prêt, désormais remboursé en grande partie par mon salaire. Dommages et intérêts pour perte d'opportunités professionnelles. Remboursement des frais liés aux accusations frauduleuses. Pas de pension alimentaire pour lui. En partant, Nathan a tenté de s'approcher. Mon avocat s'est interposé. Il semblait plus petit, diminué. « Tu ne seras jamais heureuse », a-t-il dit doucement. « Je préfère être seule », lui ai-je répondu, « que de me sentir seule avec toi. » Je suis sortie dans la lumière du soleil de mars, vive, froide, pure, et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression d'appartenir à une famille. En mai, j'ai emménagé dans un petit appartement au nord de Boulder. Une chambre, de grandes fenêtres, un balcon donnant sur les Flatiron. Je l'ai meublé petit à petit. Un canapé bleu. Je me suis choisi moi-même. Des œuvres d'art abstraites aux couleurs vives qui me faisaient sourire. Une table de cuisine où je pouvais étaler mon travail sans avoir à me justifier. Plus d'explications, plus besoin de me replier sur moi-même. Le travail est devenu un refuge. Le projet d'intégration d'API que je dirigeais a été livré en avance sur le calendrier et en dessous du budget. La fidélisation des clients dans ma division a atteint des niveaux records. J'ai cessé de m'excuser avant de parler. J'ai cessé de remettre en question mes décisions. Mon équipe l'a remarqué. Sarah m'a prise à part un après-midi. Je ne sais pas ce qui a changé, a-t-elle dit. Mais tu es redevenu toi-même, plus qu'avant. Je suis enfin moi-même, lui ai-je répondu. En septembre, Marissa m'a convoqué dans son bureau. Richard Chin, le PDG, était également présent. Nous créons un nouveau poste, a annoncé Richard. Vice-présidente de l'architecture des solutions. Le conseil d'administration a voté à l'unanimité. Tu es la personne idéale. Je suis restée bouche bée, incapable de réaliser. Tu l'as mérité, a répété Marissa à maintes reprises. Et cette fois, personne ne souffle à l'oreille de personne que tu n'en es pas capable. La promotion s'est accompagnée d'une augmentation de salaire de 40%. Départ dans l'entreprise, une vraie place à la table des dirigeants. J'ai embauché 2 nouvelles architectes, toutes 2 brillantes, et je les ai accompagnées avec sincérité et sans faux-semblant. J'ai pris la parole lors de conférences, publié des articles, construit quelque chose de durable. 1 an plus tard, presque jour pour jour, j'ai croisé Nathan sur le parking d'un Whole Foods. Il avait l'air fatigué, plus gros, les cheveux grisonnants, le regard blasé. Brooke, nous sommes restés là, mal à l'aise. 2 inconnus qui avaient autrefois partagé une vie. J'ai entendu parler du poste de vice-président, a-t-il dit. C'est vraiment bien. Merci. Je travaille dans une start-up maintenant. Plus petit, un nouveau départ. Il a marqué une pause. Je suis en thérapie. Mon thérapeute dit que j'ai des problèmes de contrôle. Que je n'étais pas un bon partenaire. Que je manipule au lieu de communiquer. Ce n'étaient pas des excuses complètes, mais c'était une reconnaissance plus forte que ce à quoi je m'attendais. J'espère que ça t'aidera, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Es-tu heureux? J'ai repensé à mon appartement, au canapé bleu, aux montagnes au lever du soleil. À l'homme que je fréquentais, James, qui m'écoutait parler de technologie. Il a célébré mes victoires sans les minimiser, sans jamais me faire ressentir quoi que ce soit de trop. Oui, ai-je dit. Vraiment. Il a hoché la tête. Tu le mérites. Nous nous sommes dit au revoir. Je l'ai regardé s'éloigner. Ni colère, ni amertume, juste une douce gratitude d'avoir trouvé la force de partir. Ce soir-là, je suis rentré chez moi au volant de la Tesla, la voiture qui avait tout déclenché. Les pneus à plat brillaient d'un rose doré sur le ciel. James m'attendait avec des plats à emporter, et un documentaire était prêt à être lancé. Nous avons mangé sur le canapé, nous nous sommes endormis, enlacés, et j'ai ressenti quelque chose de simple, de rare, une paix authentique et méritée. Parfois, tout perdre n'est pas la fin. C'est le début d'un nouveau choix, celui de se choisir soi-même. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, car chaque histoire révèle une nouvelle vérité du cœur humain.
N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.